Bonsoir, je m'appelle Marie-Louise Arsenault. Ça me fait très, très plaisir de vous accueillir ce soir à cet hommage que nous allons rendre à une femme très, très importante pour le droit des femmes et pour le droit des animaux, Madame Joan Clark, qui est décédée malheureusement l'an dernier, le 8 avril. Donc, en plein premier confinement, à l'âge vénérable de 90 ans, elle est morte dans sa maison de ville Mont-Royal, entourée des animaux, des chiens qu'elle aimait tant. Elle a passé une partie de sa vie à améliorer la condition de vie des femmes au travail et des animaux. Alors, ce soir, pour lui rendre hommage, on va faire un parcours de sa vie. On va un peu raconter la vie extraordinaire de cette femme, de cette Montréalaise. Ensuite, des gens qui l'ont connue ou qui travaillent à la SPCA, de près ou de loin, vont aussi lui rendre hommage dans une vidéo que nous avons réalisée. Et la soirée va se terminer par une série de questions que vous allez pouvoir poser. D'ailleurs, je vous invite à les rédiger dès maintenant via le chat. Et les invités que je vais vous présenter dans quelques secondes, dans quelques minutes, vont pouvoir répondre à vos questions. D'abord, racontons la vie un peu de cette femme exceptionnelle. D'abord, sachez que tout le monde l'appelait Miss Clark, Joan Clark. C'était une femme très forte, vous vous en doutez, très inspirante aussi, qui a été une vraie bâtisseuse des temps modernes à plusieurs égards. La mère de Joan Clark, Madame Olivia Pritchard, avait gardé elle-même son nom de jeune fille, quand même pour l'époque, c'est remarquable, toute sa vie, à une époque bien sûr où c'était inhabituel de le faire. Alors, évidemment, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre parce que Miss Clark avait hérité, on peut le dire, de l'individualité, de la force de caractère de sa mère et de sa grande, grande indépendance. Récipiendaire de son diplôme de droit, en 1954, à l'Université de Montréal, à l'époque, évidemment, où les femmes étaient très peu nombreuses à étudier le droit, elle a étudié en français. Miss Clark était la première de sa classe et également la première femme à qui on a remis la médaille du gouverneur général. Après avoir été admise au barreau du Québec, Miss Clark s'est jointe à l'équipe d'Ogilvy Renault. Aujourd'hui, cette entreprise, ce cabinet d'avocats est connu sous le nom de, à l'époque, en fait, était connu sous le nom de Norton Rose Fulbright, à l'époque où elle a fait carrière dès le départ. Miss Clark va d'ailleurs recevoir de nombreux prix et des mentions d'honneur comme avocate. En fait, c'est une plaideuse redoutable, Joan Clark, parce qu'elle va se retrouver, entre autres, à 3 fois devant la Cour suprême du Canada comme partie appelante, et elle va y triompher littéralement à chaque fois, contre toute attente. Malgré toutes les portes qu'elle a ouvertes, littéralement, pour les femmes qui lui succéderaient, Miss Clark était particulièrement fière d'une chose, le projet de loi qu'elle a préparé et qui a été adopté par le gouvernement provincial afin de mieux protéger les animaux et d'assurer leur bien-être. Ça va changer leur statut dans un territoire comme le Québec. Miss Clark était une grande, grande amoureuse, vous aurez compris, des animaux et avait pour eux énormément de compassion. C'était assez avant-gardiste à cette époque, bien sûr. Impliquée pendant de nombreuses années donc auprès de la SPCA, de Montréal. Miss Clark en fut, entre autres, la présidente du conseil d'administration de 1984 à 1988. En 1997, elle va créer la Fondation québécoise pour la sécurité et le bien-être des animaux. Par ailleurs, de fidèles compagnons ont partagé la vie, le quotidien de Miss Clark, qui aimait beaucoup les chiens, en fait. Il fait vraiment aucun doute, en fait, que Miss Clark, comme elle aimait se faire appeler, était une vraie force de la nature et un exemple d'intégrité, de courage et de compassion. Les mots statu quo faisaient visiblement pas partie de son vocabulaire et Madame Joan Clark, comme on l'appela plus tard dans sa vie, était progressiste de par ses principes. Elle va démontrer à tous, de par ses gestes, qu'il est possible, bien sûr, d'être une femme, d'être forte, qu'il est possible de révolutionner le droit avec finesse et élégance, et qu'il est possible d'être plus juste avec tous les animaux, et ce, peu importe l'espèce à laquelle ils ou elles appartiennent. Alors, on va présenter maintenant ce soir les invités de cette soirée hommage. D'abord, Maître Malcolm McLeod, avocat et ancien collègue et ami de Miss Clark. Parfois, bonsoir, Monsieur McLeod. Bonsoir, ça va bien?
Oui, on est très heureux que vous soyez avec nous. Dans l'hommage que je viens de lui rendre, dans la partie biographique de l'hommage, parfois je l'appelais Miss Clark et parfois je l'appelais Madame Clark. En fait, au départ de sa carrière, elle se faisait appeler Miss. Pourquoi, Maître McLeod? I think she wanted to remain a little distinct from people. I think she felt, as the first woman, she did not want to be treated, how should I say this, the way men traditionally treated women at that time. Consequently, she wanted to erect a barrier against too much intimacy. And I think that's the reason why she wanted to be called Joan Clark or Miss Clark, which we did for a very long time, decades. Yeah. And later in her life, she asked you, she said, okay, enough with that. You can call me ma'am. After about 15 years, yes, we were sitting working one day, and she looked at me and she said, Malcolm, this is getting absolutely ridiculous. She always called us by our first names. I think it's about time you started to call me Joan. And I was enjoying. That's interesting. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Maître McLeod. Avec vous, une autre ancienne collègue de Madame Clark. Elle a été son mentor d'ailleurs, Joanne Shriki, avocate, ancienne collègue. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Quel souvenir vous gardez d'elle? Un souvenir de Madame Clark, s'il y en a un. Il y en a tellement. Il faut dire que moi, je n'ai jamais osé l'appeler Joan et elle ne m'a jamais invité à l'appeler. Je pense que Malcolm est dans une sphère assez originale là-dedans. Elle a toujours été Miss Clark pour moi. Écoutez, les anecdotes, il y en a tellement. J'ai travaillé avec elle les 5 à 8 premières années de ma carrière et franchement, une fois, je ne savais pas, mais elle m'a fait plaider en cour fédérale d'appel sans même que je le sache à l'avance. Elle a dit, je pense que Maître Shriki va prendre la parole maintenant. Donc, elle poussait les femmes et finalement, elle a fait de nous ce qu'elle voulait qu'on devienne. C'est formidable. Avec nous ce soir, Madame Élise Desaulniers, auteure, conférencière et directrice générale de la SPCA de Montréal. Bonsoir, Élise. Bonsoir. Alors, Élise, pourquoi ce genre de femme-là est important pour la SPCA? L'apport d'une femme comme Madame Clark? Bien, c'est fondamental, en fait. Donc, Joan Clark a été présidente de la SPCA de Montréal dans les années 80. Elle a joué un rôle super important dans ce que la SPCA est aujourd'hui. Puis elle a tracé le chemin, je pense, à plein de jeunes femmes comme moi qui voient que c'est possible d'avoir une carrière, d'avoir un rôle de direction, d'influencer le monde, de rendre le monde meilleur. Les femmes ont joué un rôle fondamental dans le droit des animaux, puis pourtant, elles sont oubliées. Puis je pense que c'est assez important de s'en rappeler aujourd'hui de ce que quelqu'un comme Joan Clark a pu nous amener. Oui, avec nous ce soir aussi Sophie Gaillard, Maître Sophie Gaillard. Bonsoir, Madame Gaillard. Bonsoir Marie-Louise. Alors, vous êtes aussi avocate, on aura compris, directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal. Est-ce que vous avez beaucoup de travail? Oui, énormément de pain sur la planche. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui vient d'apparaître sur mes genoux. Mais oui, on a beaucoup de travail à faire. Nos animaux de compagnie sont de mieux en mieux protégés, mais il reste beaucoup de travail surtout à faire pour les autres animaux dont on parle un peu moins, nos animaux qu'on exploite à des fins agricoles. Donc, on ne manque pas de travail du côté de la défense des animaux, ça c'est sûr. Et notre dernière invitée ce soir, Virginie Simoneau-Gilbert. Bonsoir Virginie. Bonsoir Marie-Louise. Alors, en octobre prochain, c'est très, très prestigieux. Vous allez, Virginie, débuter un doctorat en philosophie, en éthique animale, en fait, à Oxford. Vous avez reçu la bourse Rhodes pour étudier à Oxford. Et vous êtes l'auteur, c'est là qu'on vous a connu, à Plus on est fou, plus on lit, l'émission que j'anime à Radio-Canada, de l'ouvrage Au nom des animaux, l'histoire de la SPCA de Montréal, de 1869 à 2019. Est-ce que dans vos recherches, vous aviez croisé le parcours de Mme Clark, Virginie? Oui, énormément. C'est un nom qui revient énormément, en fait, depuis la fin des années 70, puisque Mme Clark a joint le conseil d'administration de la SPCA en 1975.
et a piloté des gros dossiers dès son arrivée, par exemple, par rapport à l'expérimentation animale. Donc, elle n'avait pas peur de prendre position sur des enjeux qui étaient déjà controversés à l'époque. Et donc, sa présidence est vraiment marquée par une solidité, une appartenance à des valeurs qui sont bien marquées et un leadership extrêmement impressionnant. On va regarder maintenant une vidéo où chacun d'entre vous rendez hommage à cette grande dame, Madame Joan Clark. On regarde. I first met Joan Clark almost 60 years ago when I began my legal career at the law firm now known as Norton Rose Fulbright. She was my boss in the Intellectual Property Group, which she founded a few months before I joined. As men working for a female boss, which was unusual in itself, particularly in the legal field, in the 1960s and 70s, we were often asked what it was like working for a female boss. We would often answer, she is probably tougher than a male boss, but she is fair and just. In fact, Joan was a warm and generous person. Miss Clark, comme elle était connue, même en français, était ma mentor, mon associée, mon amie. Je me suis jointe au cabinet comme avocate de première année en 1996 et j'étais toute jeune. J'étais passionnée par les brevets, les marques de commerce et le droit d'auteur et j'avais choisi Ogilvy Renault car son département de propriété intellectuelle était connu comme étant un des meilleurs au Canada. Et j'ai bientôt découvert que le cabinet avait acquis cette réputation grâce à Miss Clark, qui avait bâti le groupe elle-même plus de 30 ans auparavant. J'ai aussi vite réalisé que le département avait un nombre impressionnant d'avocates, contrairement aux avocats contre qui on se battait, qui étaient presque toujours des hommes. J'ai appris que ce n'était pas une coïncidence et qu'au contraire, Miss Clark recrutait et encourageait les femmes stagiaires et jeunes avocates de talent de se joindre à notre département. In areas other than law, Joan opened doors for women. She refused to enter the St. James Club by a door then reserved for the use of women, thus obliging this old and prestigious Montreal institution to adapt to modern times. Following her request to become a member of the University Club, until then exclusively reserved to men, the club changed the rules to permit the admission of women, of which Joan was the first. Ce premier mandat a mené à 8 ans, où j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Miss Clark de façon étroite jusqu'à sa retraite. Elle m'a prise en main, elle m'a éduquée, non seulement sur le droit, mais sur tous les aspects nécessaires pour réussir dans notre métier. La plaidoirie, la négociation, les relations avec clients, avec la partie adverse, avec les juges, avec les collègues. Elle m'a appris qu'une femme forte n'a pas besoin d'être hyper agressive ou bruyante pour se faire entendre et respecter. Au contraire, Miss Clark était toujours calme, même dans les situations difficiles. Elle ne levait jamais la voix et était rarement pressée. Mais quand elle parlait, tout le monde l'écoutait. Elle inspirait confiance et commandait le respect, une force, tant à la cour que dans sa vie quotidienne. Elle me poussait constamment, même quand les autres associés du groupe pensaient que j'étais trop jeune pour faire ce qu'elle me demandait de faire. Elle était généreuse et gracieuse, elle me permettait d'interroger les témoins et de plaider les causes importantes dès mes débuts, même en cours d'appel, tandis que les avocats de mon âge, généralement mâles à la partie adverse, ne faisaient que porter les valises des plus seniors. Je dois ma carrière à Miss Clark. Joan Clark was a pioneer for women in many areas. She was the first woman at the University of Montreal to finish first in her class and get the Governor General's Medal. She also became an officer of the Order of Canada. It was in the category of law for her contributions as a pioneer for women in law and as a major force in improving animal production by helping to bring about a groundbreaking animal protection law and the implementation of standards regarding the use of animals in research. Now, you've already heard a lot about Joan Clark's activities with respect to animal welfare. It all started when a stray Rhodesian Ridgeback strolled into her life at her home in the early 1970s. Ever since then, a significant portion of her private life was dedicated to the cause of animal welfare. Miss Clark considérait ses chiens comme ses enfants.
Les habitudes et préférences de Chanel et ses autres chiens faisaient partie de nos conversations quotidiennes. Elle parlait toujours des animaux qu'elle voulait adopter dans le futur. Dès le 19e siècle, de nombreuses suffragettes dénoncent la cruauté inhérente à la vivisection. Elles font le parallèle entre la victimisation des femmes aux mains des hommes et la manière dont les animaux sont persécutés par les humains. Le mouvement féministe mis à part, la défense des animaux sera même l'un des plus importants mouvements politiques féminins. En fait, toute l'histoire des droits des animaux est une histoire de femmes, mais la mémoire collective a tendance à gommer le rapport. Voilà pourquoi je suis particulièrement fière que nous soyons réunis ici ce soir pour parler de Miss Joan Clark. Virginia Woolf écrivait dans 3 Guinées que la vaste majorité des oiseaux, des animaux tués, l'ont été par vous et non par nous. Les mots de Woolf gardent toute leur pertinence aujourd'hui. Les pratiques et les institutions centrées sur la violence et la mise à mort des animaux sont toujours dominées, non pas par tous les humains, mais par un sous-ensemble, les hommes. On peut penser à l'élevage, à la chasse, à la pêche, à l'abattage, à la boucherie ou au rodéo. Les hommes sont aussi plus nombreux que les femmes à manger des animaux et en plus grande quantité. Les femmes, quant à elles, restent largement majoritaires lorsqu'il faut se soucier des animaux et les aider. Entre 60 à 80% des activistes pour les animaux seraient des femmes. Et on n'a qu'à parcourir les locaux de la SPCA de Montréal pour se rendre compte qu'en matière de protection animale, le féminin l'emporte sur le masculin. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé les animaux et éprouvé de l'empathie envers eux. Au fil des années, cette empathie s'est transformée en une passion pour la protection animale. Mais je pensais jamais être capable de faire de cette passion-là une vraie job. Ce n'est donc qu'une fois que j'étais bien établie dans une autre carrière qui n'avait rien à voir ni avec les animaux ni avec le droit que j'ai vécu une grande remise en question professionnelle et que j'ai découvert le domaine du droit animal. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de retourner aux études, de faire mon droit en vue de devenir avocate pour les animaux. Je sais très bien que si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à Madame Joan Clark, qui non seulement a ouvert la porte aux femmes dans le milieu longtemps majoritairement masculin du droit, mais qui a aussi été une véritable pionnière du droit animal au Canada. Au cours des dernières décennies, la SPCA de Montréal veille à défendre les animaux de toutes les espèces contre les actes de cruauté, que ce soit les animaux de compagnie, les animaux de la faune sauvage et urbaine ou les animaux d'élevage. Joan Clark joue un rôle majeur dans cette expansion des revendications et elle commence à s'impliquer auprès de son conseil d'administration dès 1975. Et ce qui est particulièrement impressionnant chez Mme Clark, c'est qu'à l'époque où elle était présidente de la SPCA dans les années 80, alors que le droit animal n'en était qu'à ses premiers balbutiements, elle travaillait déjà sur des enjeux très progressistes, comme par exemple la stérilisation comme moyen de prévenir le problème de surpopulation des animaux de compagnie. Loin de se préoccuper seulement des chiens et des chats, elle s'opposait aussi à l'exploitation des animaux pour leur fourrure, ainsi qu'aux méthodes utilisées dans le cadre de l'élevage industriel. Sous sa présidence, qui va de 1984 à 1988, la SPCA prend publiquement position contre le piégeage des animaux à fourrure et la chasse. Elle critique l'expérimentation animale et elle s'insurge contre la manière dont nous traitons les animaux de ferme, comme les poules pondeuses et les veaux de lait. Elle crée aussi un département de la faune en 1985. Elle présente un mémoire toujours en 1985 lors de la Commission royale sur les phoques et l'industrie de la chasse aux phoques au Canada. Elle met sur pied un premier programme de stérilisation au refuge en 1986 et fait entièrement rebâtir le refuge en 1986 également. Ces nouvelles initiatives permettent à la SPCA de réduire significativement le nombre d'euthanasies au refuge, de venir en aide plus efficacement à des animaux de toutes les espèces et de freiner plusieurs pratiques cruelles. Ce sont seulement quelques exemples, mais qui illustrent la contribution exceptionnelle de Joan Clark au mouvement animaliste québécois. Lorsque Joan Clark a présenté son projet de loi pour protéger les animaux du Québec à la Commission de l'agriculture de l'Assemblée nationale en 1991, en fait, il y a presque 30 ans jour pour jour, elle passe un long moment à plaider pour les animaux de laboratoire. Je la cite, « Ces animaux ont de grands désavantages que nul autre animal n'a. Premièrement, les expériences qui pourront être faites sur eux vont peut-être entraîner de la douleur et de la souffrance. C'est inévitable. Deuxièmement, ce qu'on fait aux animaux de laboratoire est fait en secret, derrière la porte du laboratoire. Alors, quant à nous, ces animaux ont besoin de protection encore plus grande. Protéger les animaux, tous les animaux, surtout ceux qu'on ne peut pas voir, surtout les plus invisibles. » Elle était fière de la législation pour la protection des animaux qu'elle a rédigée.
Elle considérait ça comme étant un de ses plus grands accomplissements. Elle me parlait souvent du sort des chevaux en particulier, un sujet qui la troublait souvent. Une grande dame avec un grand cœur. Je me considère très chanceuse d'avoir connu Miss Clark si intimement, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle a changé ma vie et elle me manque beaucoup. Le droit animal a évolué depuis l'époque de Mme Clark. On a aujourd'hui plusieurs lois et règlements qui n'existaient pas à l'époque et qui visent à protéger les animaux. Le Code civil du Québec reconnaît désormais les animaux comme des êtres sensibles grâce en partie au travail de la SPCA de Montréal. Mais malheureusement, plusieurs des combats des années 80 de Mme Clark restent d'actualité aujourd'hui, notamment en ce qui a trait au traitement des animaux en agriculture. Ce qui me donne espoir, c'est que chaque année, que ce soit par mon enseignement que je donne à la faculté de droit de McGill, des présentations que je fais dans des cours de droit ou encore des stages que je supervise, je côtoie des étudiantes en droit d'un peu partout au Québec qui souhaitent pratiquer en droit animal. Et je dis étudiantes car ce sont très majoritairement des femmes qui veulent dévouer leur carrière à suivre les traces de Mme Joan Clark et utiliser elles aussi les connaissances et la crédibilité que leur confère leur diplôme en droit pour rendre le monde meilleur pour les animaux. Au nom de toutes ces étudiantes dont j'ai fait partie, je souhaite donc exprimer ma profonde reconnaissance envers Mme Joan Clark pour sa contribution au domaine du droit animal au Canada. We have here a lady who is warm and natural, who can express strong views without giving offense, who has a sense of humor, and the gift, while taking her concerns seriously, of not taking herself too seriously. Les femmes du mouvement de protection animale, comme Miss Clark, ont braqué les projecteurs sur les injustices profondes dont sont victimes les animaux et ont amené à vouloir traiter tous les animaux avec une égale considération, peu importe leur espèce. Aujourd'hui, à la SPCA de Montréal, les rats et les pigeons sont soignés avec le même amour et le même respect que les chats et les chiens. On peut s'inspirer des gains du mouvement des droits des femmes pour poursuivre l'œuvre de Miss Clark. Après l'égalité entre tous les humains, on peut rêver d'un monde où tous les animaux seront protégés également. Mais moi, j'ai été très émue par cet hommage, cet ensemble de témoignages à l'égard de l'apport extraordinaire de cette femme, Maître Joan Clark, qui a beaucoup contribué à faire avancer l'éthique animale, le droit des animaux et de tous les animaux. D'ailleurs, plusieurs avocates, des centaines de jeunes avocates ont été inspirées par son travail et sont déterminées à continuer de protéger les animaux de toutes les espèces, bien sûr. Alors, il y a une page du site de la SPCA qui sera d'ailleurs bientôt ouverte, dédiée à la mémoire de Miss Clark, et on va vous aviser de la disponibilité de cette page dans les prochaines semaines. Maintenant, on est là pour prendre les questions, vos questions à l'égard de nos invités ce soir, des gens qui ont côtoyé, comme Maître McLeod et Maître Shriki, Madame Clark, ou des femmes, et ce sera intéressant de creuser cette question-là d'ailleurs, des femmes qui ont continué, comme Élise Desaulniers, comme Virginie Simoneau-Gilbert et comme Joanne Gaillard, à mener le combat du droit des animaux. Élise, je vous entendais dans le match, je vais partir le bal des questions comme ça
ça va susciter comme toujours un mouvement. Par expérience, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les gens sont toujours un peu timides et ils attendent avant de poser des questions. Puis après ça, ils veulent en poser plein. Puis là, il reste moins de temps. C'est toujours un classique. Alors, je vous enjoins de le faire assez rapidement. Élise, comment on explique que ce soit surtout des femmes, là, vous disiez que les études le prouvent, qui ont mené le combat du droit des animaux? Il y a plusieurs explications. On pourrait prendre le 30 minutes qui nous reste à parler que de ce sujet-là. Mais déjà, au 19e siècle, puis mes amis et collègues Virginie et Sophie vont pouvoir enchérir là-dessus, les suffragettes, donc les femmes qui se battaient pour le droit de vote des femmes, se sont aussi battues pour qu'on reconnaisse les droits aux animaux. Elles... pour plein de facteurs, mais déjà parce que je pense qu'elles se reconnaissaient quelque part dans leur situation, dans le patriarcat. Elles faisaient des parallèles avec la situation des animaux, la façon dont elles étaient traitées aussi par les médecins. Elles faisaient des parallèles avec la façon dont les animaux étaient exploités, notamment dans la recherche médicale. Donc, il y avait ce genre de parallèle-là aussi. Les femmes étaient également reléguées à la sphère domestique. Donc, c'est elles qui interagissaient avec les animaux domestiques. Puis, il y a peut-être une question de socialisation aussi. Les femmes sont socialisées dans les questions de care, à prendre soin des enfants, prendre soin des plus pauvres, aussi prendre soin des animaux. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que dans le mouvement des droits des animaux, les premières SPA, SPCA comme la nôtre ont été créées par des hommes. Mais rapidement, les femmes ont pris de la place dans ces organismes-là. Et dès qu'on a commencé, non pas à lutter pour des questions plus politiques, mais à prendre soin des animaux, les chats errants, par exemple, les chiens errants qui étaient assez nombreux, même dans des villes comme Montréal à l'époque, mais c'est des femmes qui ont voulu ouvrir les premiers refuges pour réellement prendre soin des animaux. Puis encore aujourd'hui, quand on regarde les facultés de médecine vétérinaire, quand on regarde les personnes qui deviennent techniciennes en santé animale, nos collègues à la SPCA, c'est majoritairement des femmes. Et là, je pense qu'il y a une question de socialisation, non pas que les hommes ne s'intéressent pas aux animaux, puis on a de plus en plus de collègues masculins, on en est très, 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 très fiers, mais je pense que c'est plus valorisé pour les femmes de montrer de la compassion envers les animaux. Elles sont aussi plus nombreuses à être végétariennes, parce que peut-être que la viande reste un symbole de masculinité, mais c'est des choses qui changent de plus en plus, puis ça me rend très, très, très fière. Là. Je pour le pouvoir des femmes, mais je pense que je cherche à avoir de plus en plus de collègues masculins à la SPCA. Ben oui. Et c'est tout à fait louable et compréhensible. D'ailleurs, on pourrait tracer un parallèle. La montée du mouvement du droit des femmes vient en même temps que la montée du droit des animaux, hein, fin du 19e siècle. C'est très intéressant. Alors, une question pour Maître McLeod. Ce soir, de la part de Daniel Drapeau. I have a question for you, Mr. McLeod. Can you tell us the most important thing which Ms. Clark taught you? Well, I guess it was the law itself, because when I was in law school, they didn't teach intellectual property law, patent, trademarks, and copyright. So you wind up in a firm. I practiced another area for a very short time before Joan Clark dragged me into the IP group, which she was leading. And you feel a little inadequate when your confreres at the same level who've had courses in law school that you haven't had in IP, they're able to practice immediately, go off in courts, write opinions, etc. For us, at that stage, we spent a lot of our formative time, not too long actually, but a year or so, trying to learn the law in an area which we had no experience in whatsoever, and then start to practice. Now, Joan was very helpful because she was always willing to help and to contribute. And she was truly a magnificent person. I found her warm and human. It's true that she had to remain distant from others from the standpoint of maintaining her position as a woman in the midst of men, trying to carve a place for herself and not to be taken for granted or patronized. She taught me a great deal about human nature. And since we have 3 daughters, a lot about the challenges that life would hold for them. Although, as a result of Joan's work and other pioneering women, the role is considerably easier for women. I don't for the moment believe that it is easy, but it is certainly not
as difficult as it was for her sort of 60 years ago. Yeah, of course, when she started to be a lawyer, like at the end of the 50s, when we realized that. Une question d'Isabelle Picard. On lui dit bonsoir. Pour Maître Sophie Gaillard, vous avez mentionné dans l'hommage que plusieurs combats des années 80 restent d'actualité. Comment est-ce que nous, le public, c'est une excellente question d'ailleurs, on peut faire avancer les choses au Québec, Maître Gaillard? Oui, effectivement, c'est une excellente question. Et il y a des choses que le grand public peut faire. On n'a pas besoin d'être avocate ou avocat pour changer des choses pour les animaux et prêter main forte à ce combat. Je dirais qu'il y a deux voies principales. Premièrement, c'est sûr que quand on parle des animaux utilisés en agriculture, utilisés dans l'industrie cosmétique comme cobayes, évidemment, tout ça se passe parce qu'il y a des consommateurs qui achètent ces produits-là. Donc, déjà, en tant que consommateur, avec tous les choix qu'on fait au quotidien, que ce soit les produits qu'on achète, l'alimentation qu'on consomme, on a un certain pouvoir. On a le pouvoir de dire oui ou non, je soutiens ce type d'industrie-là. Donc là, il y a définitivement quelque chose à faire et quelque chose qu'on peut faire vraiment à tous les jours dans nos choix quotidiens pour aider les animaux. Et deuxièmement, c'est de s'impliquer politiquement, de s'impliquer quand on voit des pétitions passer. Si on suit la page Facebook de la SPCA ou le site web de la SPCA, on peut voir qu'on est actif et on a toujours besoin du soutien du grand public pour mener nos combats. On ne peut pas faire ça sans le soutien des gens. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, tout un chacun en tant que citoyen, en tant qu'électeur, a un certain pouvoir sur ses députés, ses représentants politiques. Donc, de communiquer avec ses élus, leur faire part de ses préoccupations par rapport à la protection des animaux et dire qu'on veut que les choses changent. Mais définitivement, rester à l'affût de ce que fait la SPCA. On va vous donner plein d'opportunités de pouvoir vous impliquer. Peut-être une question, c'est une question de Judith Robinson qui n'interpelle pas quelqu'un spécifiquement pour sa question, mais je pense que Mme Shriki pourrait certainement lui répondre. Mme Shriki, la question est en anglais, je peux la traduire, mais on peut la dire en anglais aussi. Pour Mme Robinson, do we know if Miss Clark was around animals in her youth or what brought her to care that much so deeply about their welfare as an adult? Est-ce qu'elle vous a raconté cette histoire-là, Mme Shriki? Moi, non. Je n'ai pas la réponse à cette question, à savoir si elle était entourée d'animaux lors de sa jeunesse. Je sais, par exemple, qu'elle s'est occupée de sa mère elle s'est occupée de ses deux parents qui ont vécu jusqu'à la centaine et quelques. Et je sais que dans ce temps-là, c'était après les années 70 où Miss Clark, justement, comme M. McLeod le disait, elle avait rencontré un chien un Rhodesian qui est rentré dans son parcours. Je ne sais pas si elle avait des animaux avant, mais je sais très bien que quand elle s'est occupée de ses parents, vers la fin, c'est tant sa mère que son père ont beaucoup apprécié les animaux que Miss Clark faisait rentrer à la maison, en particulier Chanel, dont on se rappelle tous parce que c'était quasiment la meilleure amie de Miss Clark, son dalmatien Chanel. Donc, je ne sais pas pour sa jeunesse, mais certainement plus tard dans sa vie. Une question qu'on pourrait peut-être poser à Mme Gaillard ou à Mme Desaulniers, certainement. C'est une question de Gabrielle Giroir. Elle dit, comme Mme Clark, nous brûlons d'impatience de voir la loi québécoise sur le bien-être animal interdire le très contre-naturel dégriffage des chats. Alors, c'est pas interdit, d'après ce que je comprends, cela officiellement. Est-ce que ça faisait déjà partie, veut-elle savoir, du combat de Mme Clark depuis l'époque de la SPCA? Évidemment, Mme Clark tient-elle à préciser, c'est un peu triste qu'elle n'ait pas vu ce combat-là être remporté. Qui veut répondre à cette question sur le dégriffage des chats? On en est où? Élise? Ou vous, Mme Gaillard, allez-y. Sophie, oui? Peut-être parler du dégriffage par rapport à la sous-question de si Mme Clark se préoccupait déjà de ça. Je ne sais pas si Virginie ou Élise sont au courant. Malheureusement, je ne le suis pas, mais je
Je suppose que Mme Clark se serait opposée au dégriffage des chats. Comme on le sait, ça consiste en l'amputation d'un phalange entier du chat. Donc, c'est une opération très invasive, très douloureuse et qui peut même avoir des impacts néfastes à long terme sur le bien-être des chats. Malheureusement, c'est une pratique qui reste relativement répandue encore aujourd'hui au Québec. C'est interdit dans beaucoup d'endroits dans le monde. En Europe, ça se pratique plus du tout. Plusieurs provinces canadiennes l'ont interdit au cours des dernières années. Malheureusement, au Québec, on est encore récalcitrant, il faut croire, à interdire cette chirurgie-là. C'est un combat que nous menons activement à la SPCA pour essayer de faire interdire le dégriffage. Voilà, j'imagine que ça répond à la question. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cet égard, Virginie ou Élise. Moi, j'ai une sous-question. Comment on explique que c'est au Québec que ça se pratique encore? Est-ce qu'on peut aller là? Est-ce qu'on peut en parler, Élise? Comment on explique ça? Je pense que Virginie, tu voulais rajouter sur les années 80. Oui. Je pense que... On n'entend pas Virginie. Non, voilà, là je suis... j'ai allumé mon micro. Oui. Donc, en fait, pour répondre à la partie historique de la question qui était posée, malheureusement, moi, je n'ai pas vu énormément de choses dans les années 80 sur le dégriffage durant la présidence de Mme Clark. La chirurgie était toujours pratiquée au refuge. Malheureusement, elle a été, disons, progressivement prohibée au refuge. Par exemple, sur les pattes arrière du chat où il n'y a absolument aucune justification possible là, à faire dégriffer un chat sur les pattes arrière. Même les pattes avant, on s'entend que les justifications, pour moi, ne tiennent pas vraiment la route. Mais déjà, elle avait été un peu prohibée progressivement dans les années 90, la chirurgie sur les pattes arrière. Et puis, on voit une première résolution là, à la SPCA de Montréal contre le dégriffage en 2008. Et puis, la chirurgie est devenue complètement interdite au refuge en 2010. Donc, c'est plus récent dans l'histoire de la SPCA. Oui, voilà. Élise, comment ça se fait que ça se pratique plus? Mme Gaillard disait que ça se pratique plus du tout en Europe. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui refusent de pratiquer ça, mais ça se pratique encore, disait-elle. Comment on explique ce retard? Bien, de plus en plus de cliniques vétérinaires interdisent cette pratique-là. Par contre, ils continuent d'avoir de la demande. Hein. Je pense que si certains vétérinaires continuent de pratiquer le dégriffage, c'est qu'il y a des clients qui le demandent. Donc, je pense qu'il y a un enjeu d'éducation de la population. Il y a encore des gens qui ont peur pour leurs meubles et qui ne savent pas que, ben, avec, on peut couper les griffes des chats avec un poteau et tout ça. Bon, il y a un enjeu de... Il y a un enjeu d'éducation. Et puis, je pense qu'on est tout proche de ce point de bascule-là. On a, l'an dernier, ou il y a 2 ans, fait une campagne à la SPCA. On a récolté des milliers de signatures. On sait que la population nous appuie là-dessus. Donc, on doit être assez proche d'un point de bascule. Mais après, pour que des changements se fassent, bien, ça prend une pression du public. Et donc, je pense que plus les citoyennes et les citoyens vont se mobiliser pour manifester leur dégoût face à cette pratique-là, plus on va avoir des chances de l'avoir interdite. Voilà. Question de Lena Mary Barras qui écrit une question en anglais. Who were Joan Clark's allies in her fight for animal welfare? Est-ce qu'il y avait des business community, government, foundations? Qui pourrait répondre à cette question? Est-ce qu'elle avait des alliés, Mme Clark, dans son combat pour le droit des animaux? Virginie? Est-ce que vous savez? Vite comme ça, j'ai pas vraiment de noms qui me viennent à l'esprit. Évidemment, il y avait toutes les autres SPCA et organismes de protection des animaux au Canada. Donc, il y avait beaucoup d'échanges, entre autres, qui se faisaient avec l'Ontario. Donc, la SPCA avait participé à des activités, par exemple à Toronto, contre l'expérimentation animale. Et aussi, elle a quand même réussi, du moins du côté de l'expérimentation animale, à disons, se faire des alliés du côté des gouvernements québécois et canadiens. Notamment, en 81, elle a présenté un mémoire au Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Et puis, elle a convaincu le gouvernement canadien d'investir dans les méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Donc, on voit que quand même du côté des gouvernements, il y avait une volonté de prendre un peu plus en charge la protection des animaux.
Alors, une question, encore une fois, on ne nomme pas les gens à qui s'adresse la question, donc je vais faire un peu le travail. C'est une question d'Hélène Lebel. Est-ce que la fondation que Mme Clark a créée, à laquelle j'ai fait mention dans la partie biographique, est-ce qu'elle continue d'exister? Et si oui, comment on peut la contacter? Qui saurait répondre à cette question parmi vous? Oui, Joanne? Je pense que la fondation, je ne suis pas certaine, mais je pense que la fondation a été terminée, mais que les questions qui sont posées à la fondation, qui sont dirigées vers une personne à notre cabinet, sont redirigées vers d'autres organismes avec les mêmes valeurs et les mêmes enjeux que Ms. Clark avait identifiés dans le temps. Donc, je pense, et je le sais parce que, et pour répondre peut-être aussi aux alliés, je sais que Ms. Clark recevait énormément de dons, etc., pour sa fondation, parmi les gens de la communauté d'affaires et juridique de Montréal. Mais aujourd'hui, je pense que cette fondation n'a pas suivi. Quelqu'un n'a pas pris la relève, malheureusement. Oui, pas suivi au décès de Mme Clark, malheureusement. Elle devait être convaincante, Mme Clark. Très convaincante, très convaincante. Surtout quand ça venait à sa fondation, dont elle était très fière. Je peux vous dire que j'ai participé à plusieurs appels de Ms. Clark, effectivement très convaincante. Oui, c'est ça qu'on sous-estime peut-être, toute l'énergie qui est investi dans la défense du droit des animaux. Hein. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, de travail. C'est énorme. Alors, une question de la part de Sylvie Lepage qui nous écoute sur Facebook Live. Bonsoir, madame. Beaucoup de travail reste à faire afin de mieux protéger, dit Sylvie, les animaux comme de la planète, comme la planète. Alors, bravo pour votre engagement. Sa question, je suis très préoccupée par le futur de la faune sauvage et urbaine. Est-ce que la SPCA de Montréal, en concertation avec d'autres organisations, par exemple, va amorcer un mouvement afin d'accélérer les actions en faveur de la protection et la sauvegarde des bêtes sauvages et en complément reconnaître le fait que beaucoup de familles et d'individus ont envie de s'impliquer en réhabilitation. Élise, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Oui, bien sûr. C'est un enjeu qui est assez important et puis sur lequel on commence en fait, on se penche depuis plusieurs années à la SPCA, mais on commence à mettre en œuvre des ressources. Par contre, la question des animaux sauvages est assez complexe parce qu'il manque énormément de ressources à l'extérieur des murs de la SPCA. Quand on pense à la réhabilitation, par exemple, de ces animaux-là, si on pense aux écureuils, aux ratons laveurs, à ces animaux qui cohabitent avec nous puis qui sont souvent blessés, on peut évidemment les soigner, mais par la suite, il faut les réhabiliter et on dépend de centres de réhabilitation qui sont très, très peu nombreux, avec très peu d'espace aussi disponible. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on trouve du financement à ces centres de réhabilitation-là. Puis, il y a aussi beaucoup d'éducation du public à faire parce que des fois, il y a des animaux qui nous sont amenés et qui ne devraient pas être amenés. On a tendance à ne pas faire confiance, par exemple, aux mamans animaux. Les gens vont trouver des écureuils, des bébés écureuils, vont les mettre dans une boîte, s'empresser de nous les amener. Puis, en fait, la maman, elle était simplement partie chercher la nourriture pour nourrir ses petits. Donc, on fait aussi beaucoup d'éducation pour enseigner aux gens, oui, à venir en aide aux animaux sauvages, mais à bien le faire aussi. Et puis, c'est clair que mais il faut trouver des ressources pour aider ces animaux-là à l'extérieur des murs de la SPCA parce que c'est pas en les amenant au coin de Jean Talon et d'Écarie qui vont tous avoir une fin heureuse, mais on en aide de plus en plus. Je suis assez fière. Derrière la SPCA, on a un pigeonnier qui sert non pas à mettre des lettres et des papiers, mais qui sert à mettre les pichons qui nous sont amenés, qui sont soignés et qu'on va relâcher. Donc, il y a plein de petits gestes comme ça qu'on commence à faire, mais c'est assez nouveau aussi pour des organismes de protection animale comme le nôtre de prendre soin de ces animaux-là, mais c'est quelque chose qu'on cherche à développer au cours des prochaines années. L'enjeu des ressources financières, on en a glissé un mot, là, mais ça reste toujours le nerf de la guerre. On ne reçoit pas de subventions pour le travail qu'on fait. On a
un petit peu d'argent du MAPAC pour notre travail d'application de la loi, un petit peu d'argent de la Ville de Montréal pour notre travail de contrôle animalier qu'on fait dans plusieurs arrondissements, mais la très, très grande majorité de notre budget, 80-90% du budget, vient de dons du public puis de revenus autonomes, un peu les frais d'adoption, tout ça. Voilà. Donc, notre travail dépend du soutien du public. Ben oui, c'est pas le but de la soirée ce soir, mais évidemment, les gens qui nous regardent, qui sont avec nous, qui sont intéressés à faire des dons, en apprenant que c'est 80 jusqu'à 90% du budget de fonctionnement de la SPCA, peuvent le faire, Élise, on imagine. Absolument, sur spca.com, formulaire, tout ça. Don unique, mais ce qu'on aime surtout, c'est nos donateurs mensuels, donc des gens qui nous donnent à chaque mois, puis ça peut être un tout petit montant, mais ça nous aide évidemment à planifier nos activités de l'année. C'est noté, voilà. Question de la part, alors les questions assez entre des questions de droit, des témoignages, mais aussi des questions en ce qui en a trait aux droits des animaux. Alors, ça représente bien l'esprit de Mme Clark à qui on rend hommage ce soir. Alors, il y a une question de la part de Beau Renard qui nous écoute sur Facebook Live. Alors, elle raconte que Mme Maître Clark l'a tellement inspirée que ça l'a amenée à suivre ses études pour devenir technicienne juridique. J'ai toujours voulu pratiquer dans le domaine du droit animalier, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un domaine où le besoin de parajuristes est présent. Je vais continuer de contribuer à la cause autrement, mais je serais curieuse de connaître quelles sont les avenues possibles pour ceux et celles qui exercent mon métier et qui voudraient faire avancer les choses. Merci beaucoup. Elle trouve que l'hommage est très touchant. Peut-être que c'est Maître Gaillard qui pouvait répondre le mieux à cette question-là? Oui, volontiers, je vais m'essayer. Donc, effectivement, ça reste un domaine qui est vraiment émergent au Québec, là, le droit animal, le droit animalier. Donc, à ma connaissance, c'est juste, je suis une des rares avocates qui a la chance d'occuper un poste à temps plein vraiment en droit animal. On est très peu et je ne connais pas de parajuristes qui travaillent à temps plein dans ce domaine-là. Par contre, c'est important aussi de savoir que c'est pas seulement les avocates comme moi qui travaillent à temps plein en droit animal qui peuvent contribuer à l'évolution des choses. Au contraire, on a besoin d'alliés justement dans toutes les autres sphères du droit parce que c'est vraiment toutes les sphères du droit qui peuvent toucher aux animaux, le droit criminel, le droit administratif, le droit des biens, le droit constitutionnel. Vraiment, on a besoin d'alliés dans toutes ces sphères-là. Également dans le milieu gouvernemental, donc le gouvernement, l'État joue un grand rôle, a beaucoup de pouvoir en ce qui a trait aux lois qui concernent les animaux. C'est l'État généralement qui est responsable de l'application des lois. Donc, d'avoir des gens qui sont soucieux du bien-être animal et qui sont sensibles à cette question-là dans ces postes-là un peu partout, c'est hyper, hyper précieux. Voilà, une question de la part de M. Goyer, Raymond Goyer. Peut-être qu'on pourrait la poser à Virginie. Est-ce que le Canada fait bonne figure au niveau de la protection des animaux? Quel pays, tient-il à spécifier, serait considéré comme le pays le plus avancé en ce qui a trait à la protection des animaux? Virginie? C'est une bonne question. Oui. Vite comme ça, moi je suis présentement en Angleterre et puis je vois à quel point le pays est beaucoup plus avancé en fait politiquement que le Québec ou le Canada sur la question animale. Par exemple, les partis politiques se positionnent explicitement sur des enjeux de bien-être animal. Je pense entre autres au Parti travailliste, au Parti vert, qui sont des partis très importants en Angleterre. Donc, il y a vraiment une prise en charge politique de la question animale qu'on voit moins au Québec, malheureusement. C'est moins discuté dans les médias. Et aussi, ils ont beaucoup de programmes gouvernementaux, par exemple, d'amélioration du bien-être animal, notamment sur les fermes. Et aussi, historiquement, c'est en Angleterre que le mouvement est né, donc en 1824, avec la première Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Donc, l'Angleterre a été un peu le berceau de la cause animale en Occident. Voilà, bravo. Une question de José Legault pour Élise. Elle spécifie, José Legault, qu'il lui semble souvent que le Québec est en retard sur bien des aspects concernant les animaux. Par exemple, leur accès dans différents endroits, les usines à chiots. Est-ce qu'on sait pourquoi et est-ce que c'était quelque chose qui préoccupait Maître John Clark, Élise? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des usines à chiots spécifiquement au Québec? Encore une fois, on fait figure de... C'est pas très beau tout ça. Élise? S'il y avait une solution simple à ce problème-là, je pense qu'on l'aurait mis en place il y a très longtemps. Mais encore une fois, s'il y a des usines à chiots
derrière tout ça, c'est qu'il y a de la demande. Et on l'a vu pendant la pandémie, les gens veulent des chiens, veulent des bébés chiens rapidement. Ils ne veulent pas attendre pour avoir un chien d'éleveur ou avoir un chien adulte qu'ils vont trouver dans les refuges. Donc, je pense qu'à la base de tout ça, s'il y a ce genre d'usines-là où les animaux sont reproduits dans des conditions aussi misérables, c'est que les gens sont prêts à acheter des chiens qui proviennent de ces lieux-là. Et encore une fois, il y a du travail à faire pour retourner les gens qui veulent absolument un chien vers les refuges. Et puis oui, peut-être que, particulièrement en pandémie, c'est un petit peu plus compliqué puis c'est un petit peu plus long, mais les refuges ont des animaux qui cherchent des nouvelles familles. Et puis sinon, il y a des éleveurs qui sont un peu plus éthiques, mais oui, il y a des listes d'attente et oui, c'est un peu plus long, mais la solution pour mettre fin aux usines à chiots, c'est d'arrêter d'acheter des animaux sur Kijiji d'éleveurs plus scrupuleux. Bon, est-ce que l'enjeu des vols d'animaux est encore réel? On a vu au début de la pandémie plusieurs articles dans les médias qui stipulaient que les gens volaient des animaux. Élise, est-ce que ça reste une réalité? C'est difficile d'avoir des chiffres exacts là-dessus. Ça reste, est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est quelque chose où on a un biais de confirmation parce qu'on a commencé à en parler, on en parle davantage? Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une forte demande pour les animaux pendant la pandémie, comme il y a une forte demande pour les matériaux de construction et puis le linge mou également. Les gens sont à la maison et cherchent à se divertir autant qu'ils peuvent. Puis pour nous, c'est quand même, oui, évidemment, le vol d'animaux est quelque chose d'inquiétant. Mais cette forte demande d'animaux nous inquiète parce que les services vétérinaires sont super engorgés. Là, on me disait récemment que pour faire stériliser un chat, c'est une attente d'au moins 2 mois. Les comportementalistes aussi sont vraiment débordés. Et donc, tous ces jeunes chiens qui ont été adoptés pendant la pandémie, qui vont peut-être développer des problèmes de comportement, qui vont avoir eu des enjeux de socialisation, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand les gens vont retourner au travail? C'est surtout ça qui m'inquiète. Puis oui, il y a la question des vols, tout ça en parallèle, mais je pense que ce à quoi il faut réfléchir, c'est notre rapport aux animaux, cet rapport peut-être un peu instrumental avec les animaux. On s'ennuie, on n'a rien à faire. Netflix, on a fait le tour, donc on cherche un animal pour nous tenir compagnie. Il y a peut-être ce problème-là, surtout sur lequel on devrait s'attaquer. Oui, c'est une question d'éducation, certainement. Une question de Karen, je ne sais pas comment prononcer son nom, j'espère, Jebert. What was her role and implication with horses and how? Dans la vidéo d'hommage que l'on a vue, on a entendu que le sort des chevaux était particulièrement important pour Ms. Clark. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Personne. Oui! Je n'ai pas la réponse exacte, mais je sais qu'elle travaillait fort pour… elle était très contre les calèches. Surtout pendant les jours d'été où il faisait très chaud, elle parlait constamment s'il faisait très chaud une journée, on parlait de la température seulement en relation avec comment ça affectait les chevaux. Je sais qu'elle avait travaillé sur de la législation qui avait un rapport avec la protection des chevaux. Je ne connais pas l'issue finale, mais je sais que le sort des chevaux en particulier, les calèches, etc., l'a troublée et qu'elle l'avait mis de l'avant. Elle faisait des pas pour pouvoir y remédier. Voilà, oui, absolument. Une des dernières questions à laquelle nous allons répondre ce soir, une question qui vient d'un anonyme. La tendance croissante, c'est une question intéressante. Du végétarisme est-elle un signe que la population est de plus en plus sensible au bien-être des animaux? Élise? Et Virginie, peut-être les deux? Je ne sais pas pourquoi on me pose cette question à moi. Ce qu'on observe sur la croissance du nombre de personnes végétariennes et véganes, c'est que c'est surtout chez les personnes les plus jeunes que la croissance la plus importante. Puis pour moi, c'est quelque chose de très, très, très enthousiasmant, ça, de voir que chez les gens plus jeunes que moi, qui sont de plus en plus nombreux, là, il y a de plus en plus de jeunes, de personnes plus jeunes que moi,
La réduction de la consommation de viande et l'adoption d'un régime végétarien ou vegan prend de plus en plus d'importance. Selon les chiffres, on parle souvent de 18, 20, 25 C'est difficile à estimer, mais on le voit. Puis moi-même, personnellement, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces enjeux-là, il y a une douzaine d'années, j'allais dans des cégeps et puis j'étais un petit peu toute seule de ma gang et j'étais vue un peu comme un extraterrestre. Maintenant, quand je fais ces mêmes rencontres-là, les jeunes me disent que je ne vais pas assez loin, que je ne suis pas assez radicale. Et c'est quand même une très, très, très bonne chose. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effet de génération. C'est de plus en plus quelque chose qui est vu comme normal. Oui, parce que les gens se soucient du bien-être animal, mais aussi pour des enjeux environnementaux. Et de toute façon, on sait que ces questions-là sont liées de très, très proches. Et ce que je vois aussi, puis c'est pas sans me déplaire, c'est que mes amis ont des enfants mes amis ont des enfants qui ont 18-20 ans, qui sont à l'université. Oui. Et c'est leurs enfants qui amènent ce changement d'alimentation-là à la maison. Donc, les gens de ma génération, dans la quarantaine, réduisent leur consommation de viande, adoptent souvent un régime végétarien ou vegan parce que leurs enfants leur poussent dedans. Mais comme tous les grands mouvements sociaux, c'est les jeunes qui amènent le changement. Donc, je pense que j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Souhaitons-le, dans 20, 30, 40 ans, ça sera une majorité de la population qui vivra sans exploiter d'animaux. Virginie, comme vous faites vos études de philosophie au doctorat en éthique animale, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le droit des animaux, disons, au cours des 10, 20 dernières années? Jusqu'où on pourrait aller dans le respect, dans la relation? Il y a beaucoup de philosophes qui proposent de vivre avec eux en égalité, en fait, de cesser de se comporter comme des êtres au-dessus d'une hiérarchie où les animaux sont là pour nous servir. Est-ce que vous avez bon espoir que ces relations-là vont devenir égalitaires? Oui, j'ai espoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de philosophes qui proposent des thèses assez originales, notamment en philosophie politique, donc qui tentent de réfléchir à des changements politiques majeurs qui pourraient être mis en place là, dans nos sociétés. Et on voit aussi à quel point en ce moment la ville offre aussi une sorte de laboratoire intéressant pour mettre sur pied justement des programmes un peu plus innovateurs. Donc, je pense à des programmes aussi qui touchent à la justice économique, donc qui donnent accès à des soins vétérinaires pour des ménages à faible revenu. Donc, la ville offre un laboratoire très intéressant pour tester certaines initiatives locales, puis voir ensuite leur applicabilité à un plus grand niveau. Donc, on va aussi avec le travail de la SPCA de Montréal. Donc oui, j'ai espoir, mais j'ai l'impression que justement tous les changements individuels qu'on voit dans le mode de vie des gens, c'est très, très bien. Puis en effet, ça contribue à ralentir la demande de certains produits d'origine animale, mais tant qu'on n'aura pas des changements politiques un peu plus ambitieux, ça va être difficile aussi pour les individus de faire ces choix-là. Donc les deux vont ensemble, à la fois les choix individuels et les choix collectifs. Alors, c'est ainsi qu'on va clore cet hommage à cette femme extraordinaire, importante, qui... Ce court hommage nous l'a rendu attachante. On a envie d'en savoir plus sur elle. Il devrait y avoir un livre et un film réalisé autour de ce personnage qui est important pour la ville de Montréal. Aussi, le droit des femmes, le droit aussi dans son sens le plus noble et le droit des animaux. Alors, je vous invite à visiter bien sûr le site de la SPCA. Une page consacrée au personnage va apparaître bientôt. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des dons, comme le suggérait avec beaucoup de pudeur d'ailleurs, Élise Desaulniers, qui en est la directrice. Alors, permettez-moi de remercier les gens qui ont été avec nous ce soir. Maître Malcolm McLeod, merci, monsieur, d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un grand, grand plaisir. Même chose pour vous, Maître Joanne Shriki. Merci, madame, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Élise Desaulniers, qui est la directrice actuelle de la SPCA, à Maître Sophie Gaillard, sa collègue avocate, qui travaille à titre de directrice de la défense des animaux de la SPCA, et à Madame Virginie Simoneau-Gilbert, qui nous a parlé en direct d'Oxford, où elle poursuit ses études de doctorat en philosophie à partir de l'automne prochain en éthique animale. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été très, très apprécié et je pense très inspirant. Et bravo à Madame Joanne Clark, à Miss et Madame Joanne Clark, à Maître Joanne Clark pour tout ce qu'elle a accompli pour le droit des femmes et le droit des animaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.